Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Mercatalk. Et oui, vous êtes un peu pris par surprise, vous attendiez un nouveau numéro jeudi, mais voilà, on a le droit, on est chez nous, on fait un peu ce qu'on veut, on a le droit de doubler les rations, c'est pour nous, ça nous fait plaisir, surtout que l'actualité de l'Olympique de Marseille en a bien besoin, à défaut de signature, on va se faire des épisodes du Mercatalk et pour cela, j'accueille Stéphane Bringuier, directeur des opérations du Phocéen. Salut Stéphane. Salut Romain, bonjour à tous. Et on va s'inspirer un peu de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On ouvre à la société civile, c'est toujours le cas de toute façon sur les Mercatalk. Et on accueille donc un petit nouveau, on va l'appeler comme ça, Sébastien Didier, membre du directoire de la CEPAC. Bonjour, bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici ce soir. Membre de la CEPAC. La CEPAC, je précise, puisque tout le monde n'est pas au fait, c'est la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. Oui, la banque Le Petit Écureuil. Voilà, c'est un partenaire historique de l'Olympique de Marseille et désormais un partenaire historique du Phocéen. Mais on accueille Sébastien Didier aussi pour ses connaissances pointues du football. Et puis, avoir un banquier sur un plateau, c'est toujours utile. On est dans une stratégie à l'Olympique de Marseille où on négocie, on le voit, au million d'euros près. Alors c'est vrai qu'au million d'euros près, ça fait sourire, mais c'est vrai qu'on voit sur les négociations de Steve Mandanda ou pas, les transactions sont dures. Et donc je me dis, un banquier peut avoir un regard là-dessus, peut-être plus posé, avoir un peu plus de patience que nous autres supporters. Donc ça sera l'occasion d'en débattre. Et puis tiens, puisque j'y pense, il y avait Jacques-Henri Hérault qui est venu à un rendez-vous de la CEPAC. Je crois que c'était les rendez-vous éco. C'était la semaine dernière. Donc voilà, ce sera aussi l'occasion de parler un peu de ce rendez-vous. Il est sympa comme ça, Jacques-Henri Hérault. Oui, si vous étiez présent au rendez-vous économique de la CEPAC, on avait choisi un thème qui s'appelait « Osez votre ambition ». Et je trouve que le sujet « Osez votre ambition » est un sujet qui était aussi propice à l'Olympique de Marseille et à la nouvelle équipe. Donc c'était assez intéressant de l'entendre par rapport à ça. Et je pense que les gens qui étaient présents étaient plutôt convaincus qu'il y avait une vraie volonté de faire les choses. Et c'est vrai qu'on doit retrouver ça dans les faits. Et je pense qu'on va en débattre ensemble là, pendant la demi-heure qui va arriver. Et c'est un peu ce que les supporters ont envie de dire d'ailleurs à ce projet qui, c'est vrai il y a beaucoup d'impatience des supporters et ils ont envie de crier justement à l'OM et aux dirigeants, osez votre ambition, allez-y, envoyez-nous des recrues et pour ce Champions Project. Et moi j'ai juste un point à rajouter parce que ça c'est le côté un peu institutionnel de la CEPAC et moi vraiment je sais à quel point il est important d'avoir un beau projet à l'OM, d'avoir un vrai succès à l'OM parce que c'est un endroit où Marseille retrouve tout son sens et où on gomme un peu toutes les aspérités, on gomme un peu tous les clivages qui peuvent exister dans la ville et que quand l'OM joue bien et que le Stade Vélodrome est vraiment orienté et en soutien de son équipe, et ben on peut voir des choses qui sont relativement rares. On voit une communion entre 60 000 personnes qui portent leur équipe et pour moi c'est le seul endroit en France où on a capacité à avoir quelque chose d'aussi remarquable ici à Marseille. C'est d'ailleurs, excuse-moi, une anecdote que Jacques-Henri Hérault a donnée au rendez-vous éco où il disait qu'il y avait un médecin qui lui avait dit que le lundi matin aux urgences, quand l'OM gagne, il y a moins de patients qui se présentent aux portes des urgences. Donc il avait donné lors de ce rendez-vous justement. C'est génial ça, cette anecdote. J'embrasse d'ailleurs, tiens j'en profite, ma prof de sciences éco du lycée à l'époque qui avait eu le malheur de nous donner cours au lendemain d'une défaite 3-0 contre le PSG. Ça avait été très très difficile pour elle, autant peut-être que pour nous. Au rayon des difficultés, je vais vous donner la rumeur du jour. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet. Alan Saint-Maximin, voilà, je dis que c'est difficile parce que on s'attend peut-être à des noms plus ronflants, mais il paraît que l'OM est toujours sur le joueur qui était prêté cette saison à Bastia mais qui appartient à Monaco, Tottenham et Lille. Alors décidément c'est la nouvelle mode, on avait l'habitude à l'Olympique de Marseille dès qu'on s'intéressait à un joueur à avoir le nom de Lyon posé à côté. Désormais c'est Lille, donc c'était le cas pour Mandanda, c'est désormais le cas pour Saint-Maximin donc qui appartient à Monaco, qui veut plus de temps de jeu. Il n'est pas convaincu d'être titulaire à Monaco. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous voyez l'Olympique de Marseille capable de lui proposer plus de temps de jeu, Stéphane ? Non, je ne vois pas l'Olympique de Marseille capable de lui proposer plus de temps de jeu. Je ne vois même pas Saint-Maximin véritablement contacté par l'Olympique de Marseille. Je peux me tromper, mais c'est un joueur qui effectivement par épisode cette saison a pu séduire certains observateurs, mais par épisode seulement.
Et je pense que, alors peut-être dans une doublure au poste d'attaquant, mais ça répond pas à son attente, c'est-à-dire du temps de jeu. Et en termes de symbole, je trouve qu'on serait sur une dynamique et une démarche qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu à l'OM ces 10 dernières années. Et il ne faudrait pas qu'on passe beaucoup de temps à s'attarder sur Saint-Maximin, même si c'est un bon joueur de foot. Mais aujourd'hui, dans la structuration qu'on peut avoir à l'OM, je ne pense pas du tout qu'il y a un intérêt à évoquer ce sujet et à trouver un atterrissage. Pour vous, Saint-Maximin, c'est ancien projet, quoi. Pour moi, c'est ancien projet. Hein. Alors, je précise quand même, l'Olympique de Marseille, c'est quand même la capacité de trouver des joueurs. On se rappelle que Drogba, on est allé le chercher à Guingamp et c'est sous le maillot de l'OM qu'il avait explosé. Il y avait un tweet très bon d'un supporter de l'OM qui résumait un peu tout ça en disant « Moi, j'attends qu'on aille chercher, par exemple, Seri quand il est à Guimarães et pas quand il explose à Nice. En termes de nom clinquant, vous attendez quand même ça aussi. Vous accordez une place, Sébastien, à la découverte, on va dire, à une petite trouvaille de Zubizarreta, par exemple. Ouais, moi je trouve que c'est bien aussi de se dire d'apporter de la nouveauté, de la fraîcheur, mais tout en respectant aussi l'ossature qu'on a eu un peu de mal à construire. Et on a quelques cadres emblématiques qui ont fait leurs preuves, qui se sont engagés et qui sont sous contrat, parce que la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui aussi à l'OM, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qu'on aurait peut-être voulu garder, mais qui ne sont qu'en prêt et qui ont des niveaux de prétention salariale qui sont peut-être pas en adéquation avec ce qu'on est capable de faire. Donc à chaque fois qu'on peut essayer de trouver de la fraîcheur, why not? Mais par contre, pas sur des postes qui sont des postes où aujourd'hui on a des titulaires sous contrat qui ont fait leurs preuves, qui sont engagés, qui montent tous les jours, qui mouillent pour le maillot de l'OM et qu'il faut aussi, je pense, préserver. Donc si le sujet de ce joueur que je connais pas trop est du temps de jeu, je pense qu'il en aura pas à l'OM, donc c'est pas la bonne réponse pour lui. Payet et Thauvin apprécieront. En attaque, il y en a un qui est quasiment sur le point d'arriver à la commanderie, qui sera sûrement là pour la reprise fin juin. C'est Valère Germain. Est-ce que, Stéphane, c'est une signature qui te ravit ? Qui me contente, oui. Valère Germain, si on nous avait dit ça il y a un an, on aurait signé des deux mains. Et effectivement, c'est un joueur qui peut tout à fait rentrer dans cet esprit du Champions Project. Maintenant, je comprends aussi que les supporters, et moi aussi, nous attendons ce qui nous a été un petit peu promis en amont, c'est-à-dire on nous a quand même promis un attaquant de classe mondiale. Et aujourd'hui, donc Gomis, alors on apprend que Gomis est encore en négociation théorique avec l'Olympique de Marseille pour un maintien éventuel ou pour une proposition de contrat. Tout le monde pense qu'il va quand même signer finalement à Galatasaray, que c'est quasi fait. Donc, mais on attend. Donc Germain, c'est bien, c'est très très bien en complément. Maintenant, moi j'attends toujours l'attaquant qui sera à la tête de ce Champions Project. Germain, c'est capable de jouer sur les côtés, c'est capable de jouer dans l'axe aussi. On a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on se fie un peu trop peut-être à son physique. On est habitué à avoir des mecs d'1m90 devant. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui pue le football, pardonnez-moi l'expression. Moi j'adore le joueur. Je trouve que c'est un joueur qui a un engagement et qui a une efficacité qui est remarquable. Par contre, je trouve que ce qu'il a fait de bien quand il était à Monaco, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est capable de faire la même chose à l'OM dans le style de jeu de Rudy Garcia? Je suis pas certain. On a un élément de réponse dans le sens où il a été prêté une saison à Nice et il a été très très performant aussi dans un schéma de jeu différent avec des coéquipiers totalement différents. Ouais, mais là, il sera dans le système de jeu à l'OM, l'avant-centre, il est seul en pointe, quoi. Et lui, il a toujours fait ses preuves en tournant autour de quelqu'un d'autre, donc il est plutôt plus enclin de jouer à deux avant-centres. J'espère vraiment qu'il y aura quelqu'un d'autre pour faire en sorte qu'il puisse être aussi une seconde cartouche quand on aura besoin de faire de souffler un peu ou de faire rentrer quelqu'un, mais tout seul en pointe, ça peut être compliqué. C'est dommage parce que honnêtement, je trouve que en termes d'engagement, de fraîcheur, c'est quelqu'un qui est 100% compatible avec Marseille. En plus, il aime Marseille, hein. Il est du partout, il a vécu ici, et je pense qu'il sera adopté par tout le monde à Marseille, par les supporters. Donc c'est vraiment une bonne pioche. S'il pouvait avoir ne serait-ce que 2/3 de l'efficacité qu'il a pu avoir sur certains matchs à Monaco, il faut signer en bas de la page tout de suite parce que c'est super pour l'OM et pour les matchs qu'on aura à vivre au Vélodrome. La signature en bas de page, c'est justement ce qu'il manque encore pour Valère Germain, mais l'issue ne fait guère de doute. C'est ça, il est toujours aux États-Unis. Olivier Giroud. Messieurs, je veux avoir votre avis dessus. On en a beaucoup parlé. On a Jean-Pierre Papin qui nous a dit sur le Phocéen que voilà, dans les noms un peu qui circulent au poste d'avant-centre, on en parle de ce fameux grand attaquant qu'on attend tous. Voilà, Olivier Giroud, est-ce que pour vous, ça serait voilà, cet attaquant, on le disait, ce nom un peu plus
qui pourrait s'inscrire en complément, avec lequel Germain pourrait s'inscrire en complément, pour être précis. Est-ce que ça suffit, Giroud? Est-ce que c'est assez grand? Moi, je pense que c'est assez grand, et en plus, il a capacité à s'engager sur la durée. Par contre, dans ses prises de position, à chaque fois qu'il s'est exprimé sur ce qu'il voulait faire l'année prochaine, on n'a pas l'impression que l'OM soit le premier choix. Donc, moi, je pense qu'il faut être aussi en capacité d'aimer cette ville, d'aimer ce club, et d'avoir envie d'y venir. Et je pense qu'il faut faire de l'OM son premier choix. Après, si on a capacité de capter quelqu'un comme lui, je pense qu'en termes d'intégration dans l'équipe, c'est un mec très bien, très ouvert, qui a capacité à s'intégrer rapidement et d'avoir l'esprit d'équipe. J'ai peur que ce soit pas son premier choix pour lui, en tout cas. C'est exactement ça. On peut le dire, Stéphane, pour connaître un peu le dossier. Olivier Giroud, il a reprolongé son contrat à Arsenal. C'était en janvier dernier. Donc, quand on prolonge en janvier, c'est pas pour partir ou se faire mettre à la porte au mois de juin. Il a cette position. Chaque année, on en parle comme un départ à Arsenal. Chaque année, il reste et ça lui va très bien. C'est sûr que de grands noms sont annoncés à Arsenal, mais là aussi, ça ne signe pas. Est-ce que c'est un dossier sur lequel il faut finalement être en attente et saisir une opportunité si jamais la porte s'entrouvre quelques heures? C'est ça, finalement, pour être précis et pour dire un peu ce qui se passe sur le côté Giroud, c'est que l'opportunité va peut-être surgir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Peut-être tardivement. Le problème du marché anglais, c'est qu'il s'ouvre très tard. Et donc Arsenal ne se démunira pas d'un Giroud avant d'avoir trouvé. Ils ont d'autres dossiers avec Alexis Sanchez, avec Mesut Ozil, qui ont plus qu'un an de contrat. Exactement. Mais par contre, pour l'OM, Giroud, c'est selon moi, et ça n'engage que moi, pratiquement ce que l'on peut espérer de mieux à date. C'est-à-dire, n'oublions pas que nous ne jouons qu'une Europa League. Nous sommes un club qui reste attractif par son histoire, mais pas forcément par son actualité, même si le projet aujourd'hui est très séduisant. Un joueur comme Giroud, pour moi, est-ce qu'on peut espérer de mieux en attaque? Je rêve d'une attaque, et comme le relèvera mon Steve tout à l'heure, d'une attaque Germain-Giroud, avec un Germain qui tournerait autour de Giroud, et avec une animation offensive comme ça, avec des paillettes et des Thauvin autour, ce serait vraiment pour moi une. C'est vrai que ça fait franco-français et que ça fait un peu moins rêver, on va dire, mais il faut être conscient quand même que dans l'esprit des joueurs étrangers, l'OM, avec les performances de ces dernières années, ne fait plus autant rêver. C'est facile de sensibiliser un joueur comme Giroud parce qu'il est français, il sait ce qui se passe en France, et puis il a des paillettes en rassemblement de l'équipe de France ou autre pour lui dire un peu ce qu'il en est désormais du nouveau projet. Mais dans la peau d'un joueur espagnol, confidence j'ai eu recueillie d'un agent espagnol, quand on lui dit jouer en France, on pourrait lui dire jouer en Turquie ou jouer en Chine. Pour lui, c'est exactement pareil. On sort, si on va jouer en France, on sort totalement de l'aspect du challenge sportif et on rentre purement et simplement dans du financier. C'est très compliqué d'arriver à convaincre ces joueurs-là. Ça sera peut-être d'ailleurs compliqué de convaincre. Un autre dossier, alors tu disais, Giroud, pour toi, c'était la piste la plus séduisante. Excuse-moi, je t'interromps une seconde juste pour vous poser une question. C'est vrai qu'on parle justement de cette irradiation d'image par rapport au projet. Est-ce que vous, en tant que partenaire de l'Olympique de Marseille, vous ressentez un petit peu justement, vous avez accompagné l'OM depuis, je crois que c'est depuis les années 2000, donc ça fait quand même un bail. Aujourd'hui, vous avez suivi donc cette évolution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez vraiment l'irradiation de ce projet et de la positivité autour du club? Moi, j'ai une double casquette parce que je suis CEPAC et je suis aussi Arema, donc on est aussi actionnaire du Stade Vélodrome, donc on voit les deux côtés du terrain de jeu. C'est vrai qu'il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, en tant que partenaire, on existe. C'est-à-dire qu'on a longtemps été pas du tout identifié dans le scope des gens qui pouvaient avoir une influence ou pas par rapport à l'OM. Donc tu pouvais être partenaire et finalement donner ta dîme en début d'année et après peu importe ce qui adviendra. J'ai l'impression que le projet qui se construit aujourd'hui est un projet collaboratif. C'est un projet qui intègre les supporters, qui intègre les partenaires, qui intègre la ville de Marseille. Donc dans ce sens-là, c'est un projet qui est plus simple à comprendre parce qu'on est partie prenante et on fait partie de cette ambition-là. Après, moi je vais vous dire franchement, nous on est une caisse d'épargne régionale, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'avoir un tissu économique qui aille bien dans notre région, des projets qui aillent bien dans la région, et l'impact positif de l'OM sur Marseille est évident. On a vraiment tous intérêt à avoir un OM qui marche bien, qui fonctionne, et qui donne envie à tout le monde aussi de passer du bon temps au Vélodrome. Moi, je suis incapable de mettre un pourcentage de PIB en face de ce propos, mais je suis sûr que l'impact d'un OM conquérant et efficace est très important sur l'économie de notre écosystème marseillais. Alors tiens, Stevan Jovetic, un autre nom en attaque qui fait saliver, est-ce que ça ferait un peu frémir parce que
ça a quand même tous les attributs du joueur qui fait fantasmer le supporter marseillais. Il est monténégrin, il a... Oui, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît un peu étrange. Mais oui, Monténégrin, Monténégro est une nation de joueurs techniques. C'est surtout parce que ça finit par Hitch et qu'on a des Hitch très très en mémoire, en disant. Un joueur qui a brillé à la Fiorentina, qui a été transféré pour une tonne à Manchester City, qui a claqué quand même quelques beaux buts là à son arrivée en janvier dernier à Séville. Est-ce que Jovetic, attaquant, mais pas vraiment attaquant, est-ce que ça fait l'affaire ou pas devant? Je sais pas où le mettre. C'est moi ma question, c'est que lui, il n'est pas là pour avoir du temps de jeu. Il vient pour jouer. Et je sais pas où le positionner. Et moi, aujourd'hui, ma question, c'est surtout ne pas déstabiliser ceux qui ont montré l'attachement qu'ils avaient à ce club et ceux qui ont décidé de rester ici. Moi, je veux pas du tout mettre en difficulté un Payet qui a voulu revenir, qui a souffert pour revenir, qui est revenu, un Thauvin qui est ici, qui a explosé. C'est un truc de fou. C'est avec un engagement, un amour du maillot et une volonté de rester que je trouve remarquable. Je pense que Thauvin il revient des abîmes en plus. Ouais, il revient des abîmes. Et Thauvin, il se rend compte. Je pense qu'il a cette lucidité intellectuelle de se dire je suis sorti des abîmes parce que ce club est fait pour moi. J'ai un public qui me soutient, j'ai des gens, je me sens en confiance, je me sens bien et j'ai envie de rester ici. Et il faut vraiment être certain d'aller chercher des joueurs qui peuvent être complémentaires par rapport à ça, parce qu'en termes d'efficacité, ces deux-là, sur la durée, ils peuvent vraiment apporter beaucoup, et donc je suis pas certain que ce soit facilement intégrable. Voilà. Lui, ça serait là pour jouer dans l'axe. Il a été formé meneur de jeu, c'est comme ça qu'il avait explosé à la FIO il y a 5-6 ans, et puis les besoins, notamment Manchester City, qui jouait à l'époque à deux pointes, l'a fait passer attaquant. Stéphane, j'ai envie de te dire, est-ce que Jovetic, ça va pas être le nouveau Charles Aranguiz, tu sais, ce joueur dont on parle tout l'été et qui ne signe jamais finalement à l'Olympique de Marseille? C'est une possibilité. Après, comme le disait fort justement Sébastien, c'est que moi j'ai l'impression que c'est un concurrent à Germain. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu le même poste. C'est-à-dire pas vraiment attaquant, pas vraiment milieu offensif. Voilà, c'est ça. Donc en fait, au bout du compte, c'est vrai que si d'un coup tu signes Germain et Jovetic, ça n'a pas forcément de compréhension. Alors, attention, je vous rappelle quand même un exemple, un contre-exemple, il en faut toujours. Gonzalo Higuaín, quand il arrive au Real Madrid, il n'est pas vraiment 9, pas vraiment 10, on ne sait pas où le faire jouer, ni sur les côtés, quoi. Puis un jour, on le fixe attaquant, et puis on voit derrière ce que c'est devenu, un attaquant à 90 millions. En Ligue 1, c'est vrai que les défenses peut-être de Ligue que 1, le fixer attaquant, est-ce que c'est l'envie de Rudy Garcia? On en saura plus dans les prochains jours, si c'est vraiment un choix de l'entraîneur marseillais. Mais on a bien compris que ça remporte pas quand même tous les suffrages sur ce plateau. D'ailleurs, excuse-moi, mais c'est aussi pour ça que moi, je préférerais un Giroud en attaque. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une tour de contrôle, un point de fixation qui serait très utile, surtout dans le schéma tactique de Rudy Garcia. Et alors, avec un vrai positionnement en avançant de pointe, avec la capacité de jouer de la tête, et complémentaire avec un Germain demain, un Payet ou un Thauvin, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez marrant de penser à l'association de Germain et Giroud, mais on en reviendra dans ton équipe. C'est des gens qui font briller les autres, donc là c'est sûr que ça va bien briller si on met les deux. On finit avec un autre poste, un poste auquel on parle pas beaucoup, c'est le poste de latéral gauche. Ferland Mendy, alors je vous en avais parlé, je m'en souviens, dès le mois de janvier, j'avais vu 15 secondes avec le Havre, ça m'avait suffi. C'était déjà le cas à l'époque, vous vous en souvenez, avec Benjamin Mendy, son homonyme. Ferland Mendy, on en parle beaucoup à Bordeaux, on en parle à Monaco, on en parle du côté de Lille. Est-ce que là, la question est simple, on monte dans des prix, vu qu'il y a concurrence, des prix trop élevés à l'Olympique de Marseille pour ce poste-là, oui ou non? On va pas se mentir, on le connaît pas, ce joueur. Enfin, moi, je l'ai jamais vu jouer. Il est très jeune. On en dit le plus grand bien. Je pense que son agent le propose à tous les clubs pour le faire quitter le Havre. Alors pourquoi pas? C'est vrai que le profil peut correspondre à ce joueur qu'on attend en concurrence d'Evra. Maintenant, il faudra pas le payer trop cher. Et puis, en toute sincérité, je ne sais pas, je ne le connais pas assez pour dire oui. Là, c'est déjà plus de 5 millions d'euros. Est-ce que plus de 5 millions d'euros, pour toi, c'est trop? Je ne sais pas. Voilà, je peux pas me prononcer. Vraiment, je vais être honnête. Très bien. Je vais me tourner vers le financier. Et moi, je suis pareil. Honnêtement, j'avais du mal à m'exprimer parce que je ne connais pas ce joueur. Et c'est vrai qu'on a un sujet sur la défense au sens large et sur le poste de latéral gauche. Mais il faut trouver la bonne personne au bon prix. Et c'est vrai qu'on a un Evra
qui peut faire une bonne partie de la saison. Il pourra pas faire toute la saison, sans doute. Il faudra trouver quelqu'un qui pourra soit être devant, soit être en doublure. Je suis incapable de me prononcer sur lui parce que c'est quelqu'un que je connais pas aujourd'hui. Pour répondre à ta question, 5 millions d'euros, aujourd'hui sur le marché actuel, c'est pas un gros risque. C'est-à-dire que c'est pas tu prends pas un énorme risque. Alors, quand on voit les prix de revente éventuels sur le marché. C'est pour l'instant, c'est 1 million d'euros. C'est-à-dire que ça peut encore monter, puisque tu as quand même 3 clubs, 3 formations en Ligue 1 qui sont sur le dossier. Ça peut monter un peu plus haut. Le truc, c'est que c'est un poste où tu n'as pas non plus légion de joueurs qui sont prometteurs. 5 millions d'euros, je serais tenté de dire que c'est pas très cher, même si tu te plantes. D'accord. On rappelle que Fetou Mawassa, qui joue à Nancy, qui était lui aussi annoncé comme prometteur, qui pouvait jouer un cran plus haut, a été transféré à Rennes pour 10 millions d'euros. Bon, lui, il était en Ligue 1 et pas en Ligue 2 comme Ferland Mendy. Après, c'est à voir en poste de doublure. Je crois d'ailleurs, comme on parle de ce poste d'arrière gauche, qu'il y a une suggestion de Sébastien dans son équipe type à ce poste-là. On va la voir tout de suite. On passe tout de suite à la partie des équipes types.